Bonjour, je m'appelle Mathieu et je veux aider les musiciens. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode 10 du balado Le musicien stratégique. Mon nom est Mathieu Boucher et je suis très heureux de vous retrouver pour boucler la boucle de cette première saison avec un épisode consacré à une étude qui a été publiée en 1993 et qui demeure une des études sur l'apprentissage musical la plus citée parmi toutes les recherches qui ont été faites sur le sujet. C'est la fin de la première saison, mais je vous promets d'être de retour pour une prochaine saison avec d'autres épisodes du musicien stratégique et entre-temps, je continuerai évidemment d'être actif sur les réseaux sociaux et sur mon blog qui se trouve sur mon site internet www.musicienstratégique.com. On parle donc aujourd'hui du développement de l'expertise en examinant une étude donc publiée en 1993, comme je le disais, et qui a été écrite par trois chercheurs, Carl Anders Ericsson, Ralph Kramp et Clemens Techromer. J'espère que je prononce bien leur nom. Cette étude, elle est très célèbre, en fait, à cause d'un chiffre qui apparaît dans deux petits tableaux et une seule fois dans un texte qui comprend 44 pages, c'est-à-dire la statistique qui indique que cela prendrait 10 000 heures de ce que les auteurs appellent deliberate practice et que je traduis donc par travail instrumental pour les musiciens. Donc, 10 000 heures de travail instrumental pour atteindre un niveau d'excellence en musique. Ce résultat-là, il est abondamment cité. En date d'aujourd'hui, jour de l'enregistrement, il y a 11 966 citations de cette étude-là selon Google Scholar. Ça veut dire en fait qu'il y a 11 966 autres études qui ont mentionné l'étude de Ericsson, Kramp et Techromer pour développer en fait leur propre étude à eux. L'article, il est très reconnu. Et je dois dire aussi parfois attaqué pour l'aspect quantitatif de la pratique instrumentale, donc le nombre d'heures, justement, le fameux 10 000, alors que l'étude, elle est, selon moi, beaucoup plus intéressante sur le plan de la prise de conscience, de l'importance de la qualité du travail effectué pendant toutes ces heures passées à répéter. Je vais donc résumer les grandes lignes de cette étude, ce qui va bien résumer en fait le contenu abordé dans cette première saison du balado et qui surtout va mettre la table pour la suite des sujets que j'ai prévu d'aborder pour la prochaine saison. Je vous présente donc l'article The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance par donc Ericsson, Kramp et Techromer. Et je vais mettre un lien d'ailleurs sur mon site Internet dans la section balado pour que vous puissiez accéder directement à l'article et le lire si ça vous intéresse. Les auteurs, en particulier M. Ericsson, sont ou étaient reconnus, en fait, malheureusement, parce que M. Ericsson est décédé en 2020. Donc, ces auteurs-là sont reconnus, donc, particulièrement M. Ericsson est reconnu pour son travail sur le développement de l'expertise en général, donc dans bien d'autres domaines que la musique. Et avant de parler de leur expérience à proprement dit, les auteurs abordent d'autres recherches sur l'expertise et je trouve important de vous en résumer les propos puisque ça touche la musique par extension également. L'étude, en fait, elle est basée sur l'idée que l'expertise est développée ou est acquise par l'apprentissage et l'adaptation et que l'étude des experts peut nous renseigner sur les caractéristiques claires de l'atteinte de l'excellence, contrairement aux idées qui avaient cours dans les décennies précédentes, qui étaient plutôt liées à la génétique et à un caractère plutôt inné pour expliquer les performances des experts dans un domaine. Les auteurs abordent, entre autres, ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la règle des 10 ans. On croit à tort que les experts parviennent à l'expertise rapidement, mais l'étude, entre autres, des parcours de grands joueurs d'échecs montre que l'atteinte du niveau de grand maître, qui est en fait le niveau suprême à atteindre aux échecs, avant une période de 10 ans, est très peu fréquente. Il y a seulement peut-être le grand joueur Bobby Fischer, grand joueur américain, qui représente une exception, mais cela lui a pris en fait juste un peu moins de 10 ans pour y arriver. Et là, je me permets de sortir de l'article ici pour ajouter des informations sur cette règle des 10 ans
pour les compositeurs. Donc, selon une recension de la vie de 76 compositeurs importants, une recension qui a été réalisée en 1981, ce serait 20 ans qui seraient nécessaires pour les compositeurs entre la première exposition à la musique jusqu'à la production de la première composition remarquable. Donc, 20 ans pour y arriver. Les seules exceptions qu'on a qui vont un peu contredire la règle des 10 ans, ce sont les compositeurs Alban Berg et Dmitri Shostakovich qui ont pris environ 9 ans, donc un petit peu moins que 10 ans. On pense souvent à Mozart comme premier exemple de ça. Or, oui, Mozart était un prodige dans sa jeunesse, mais on estime que c'est à l'âge de 17 ans, donc 13 ans après ses débuts, que Mozart aurait produit ses premiers réels chefs-d'œuvre, au sens où l'âge n'est plus un facteur pour rendre la composition impressionnante. Je vous mets d'ailleurs au défi de me siffler le thème de la symphonie numéro 1 de Mozart. Non? Personne? Eh bien voilà, donc oui, la symphonie numéro 39, la 40, la 41 de Mozart, ce sont des chefs-d'œuvre, mais ces premières œuvres ne sont pas géniales en tant que telles. Elles sont géniales parce que c'est un enfant très jeune qui les a fait, mais la musique en tant que telle n'est pas nécessairement géniale. Donc, pour Mozart aussi, la règle de 10 ans s'applique. La règle des 10 ans, en fait, c'est le fait que ça prend au minimum 10 ans d'implication dans un domaine à un humain pour atteindre l'expertise. Et parmi les activités pour lesquelles la règle des 10 ans a été vérifiée, on a évidemment les musiciens 10 ans, les écrivains 10 ans, scientifiques 10 ans, joueurs d'échecs 10 ans, nageurs 10 ans, marathonien 10 ans, ma conjointe qui se prépare le matin 10 ans. Oups. Elle pourrait se venger en disant « Ton doctorat, 12 ans. » Et là, je changerais habilement de sujet pour dire que les auteurs souhaitaient donc explorer le lien entre qualité et quantité de pratique pour atteindre l'expertise. Aujourd'hui, ça commence à être plus généralement accepté qu'il faut y mettre du temps à preuve dans mes conférences lorsque je demande au public combien de temps ça prend pour devenir musicien professionnel. J'ai souvent plusieurs personnes qui vont dire « J'ai entendu parler de 10 000 heures ». Donc, ça fait son chemin dans la population en général que ça prend beaucoup d'heures pour devenir un expert, mais il faut se rappeler que l'étude a été publiée en 1993, donc il y a presque 30 ans, et qu'elle a probablement été entreprise quelques mois, sinon quelques années auparavant. Il y a toujours un délai important entre une étude scientifique et sa publication. Leur hypothèse est donc que ce n'est pas la simple accumulation de temps ou la génétique ou le talent naturel qui mène au développement de l'expertise, mais bien l'accumulation d'un certain type d'activité qu'ils ont appelé « deliberate practice ». Maintenant, avant de parler plus en détail de l'étude, de la recherche scientifique que les auteurs ont fait, on va aborder le concept de deliberate practice. Pour l'instant, je le dis encore en anglais. Deliberate qui veut dire intentionnel ou volontaire, donc practice, la pratique instrumentale, le travail. Et je le traduisais moi-même par travail instrumental parce que, répétition intentionnelle, répétition volontaire, ça sonne pas très bien, selon moi. Ça ne capture pas l'essence même des mots anglais. Donc, deliberate qui a une intention réelle de s'améliorer dans l'activité. C'est donc un concept que les auteurs eux-mêmes distinguent du jeu, donc du jeu pour jouer pour le plaisir, du travail rémunéré ou de l'observation des autres. On ne joue pas, donc on n'est pas en mode prestation lorsqu'on répète, lorsqu'un musicien répète, pas plus qu'on joue uniquement pour le plaisir lorsqu'on répète non plus. Ça ne veut pas dire que l'activité n'est pas agréable, mais ça demeure un travail. Voilà pourquoi j'utilisais le mot travail instrumental. Il ne faut évidemment pas mettre de côté l'importance d'inclure du jeu en mode prestation dans notre travail et profiter aussi de l'observation des autres. Si on est un musicien, il faut faire du travail rémunéré si on veut survivre, mais il faut reconnaître que toutes ces activités, en fait, impliquent de profiter du travail qu'on a fait, donc de récolter ce qu'on a semé pendant nos séances de travail instrumental. Le concept
de deliberate practice est définie par les auteurs. Donc là, je traduis peut-être très gauchement. C'est une activité hautement structurée avec pour objectif clair d'améliorer la réalisation de l'exécution d'une tâche ou d'une prestation. Pour ce faire, donc, des stratégies spécifiques sont élaborées et choisies pour pallier les lacunes identifiées et la prestation en tant que telle, l'exécution, elle est supervisée attentivement pour déceler des informations qui vont permettre d'en améliorer encore davantage la réalisation. Donc, je vais mettre la définition officielle en anglais sur mon site Internet que vous pourrez aller consulter. Les éléments importants, par contre, de cette définition-là, on a des objectifs clairs qui visent l'amélioration de différents aspects de l'exécution d'une tâche grâce à des stratégies soigneusement choisies. Les auteurs affirment que ce type de travail exige des efforts et que ce n'est pas nécessairement plaisant. C'est l'amélioration potentielle de l'exécution de la tâche qui motive l'apprenant. Donc, évidemment, quand je dis exécution de la tâche, c'est que les auteurs parlent de autant jouer aux échecs, de sport, de musique, et ainsi de suite. Donc, de faire ce qu'on veut réussir. C'est l'amélioration potentielle de notre prestation, par exemple, pour les musiciens, qui peut nous motiver. L'implication dans cette activité-là, elle n'offre pas de récompense à court terme et même, elle génère des coûts autant au sens de l'effort, de l'énergie que parfois de solliciter un enseignant, de se trouver un lieu d'entraînement. Donc, c'est vraiment à long terme qu'on récolte ce qu'on a semé avec ce genre d'activité-là. Et l'atteinte, donc, de l'excellence peut nécessiter plus que 10 ans. Un élément important du concept et qui a une grande incidence sur les musiciens, c'est que cela nécessite beaucoup d'énergie, ce type de travail-là, ce qui, justement, limite la possibilité de le faire pendant de longues périodes. Je le vis personnellement chaque fois que j'enseigne et que je dois faire une présentation à mes étudiants qui va durer, par exemple, 3 heures, et je vous avoue que je suis toujours littéralement vidé quand je termine, puisque, contrairement à mes étudiantes et mes étudiants, je ne peux pas me permettre la moindre pause du cerveau pendant que je présente. Ça ferait en fait très bizarre. Mes étudiants, mes étudiantes, eux et elles, peuvent se le permettre. Et si vous êtes vous-même étudiant ou étudiante en ce moment, sachez qu'on le voit lorsque vous n'êtes plus avec nous. Lorsque vous nous regardez devant la classe, mais qu'on voit aussi que vos yeux regardent loin, loin, loin derrière nous. Liberté de l'esprit. Donc, moi, quand j'enseigne, je ne peux pas me permettre ceci devant mes étudiants. En fait, oui, mais ça paraîtrait justement bizarre. Donc, le fait d'être complètement concentré, sans aucune marge de manœuvre, c'est exigeant. Et je compare souvent ceci à la conduite hivernale pendant une tempête de neige. Si vous conduisez une voiture dans une tempête de neige, vous l'aurez peut-être vécu, devoir conduire dans une très mauvaise température et être très fatigué à l'arrivée. Donc, vous êtes vidé, vous avez donné tout ce que vous aviez en matière de concentration. C'est un peu ça qu'exige le concept de deliberate practice, le travail instrumental très, très, très efficace qu'on devrait préconiser. Et en fait, tout donner en matière de concentration ne peut pas se faire pendant 7 à 8 heures chaque jour. Et donc, à l'époque de l'écriture de l'article, et je dois dire ce qui a été assez bien démontré depuis ce temps-là, il y avait déjà plusieurs études qui avaient démontré que les bénéfices de la pratique disparaissent après 4 heures de travail quotidien. Donc, par contre, de travail très, très concentré. Donc, le 4 heures serait un espèce de maximum à respecter si on veut demeurer efficace. On peut maintenant se pencher sur l'étude, la recherche scientifique que les auteurs ont présentée dans cet article. Les auteurs souhaitaient donc étudier le parcours de musiciens qui avaient complété leurs 10 ans de travail. Ils ont donc recruté 30 violonistes de l'Académie de musique de Berlin-Ouest, qui est reconnue justement qui était reconnue en fait à l'époque pour son programme de cordes. On leur a en fait demandé aux participants de décrire les activités d'apprentissage qu'ils font
pour travailler et le nombre de temps consacré à peu près par semaine à chacune d'elles depuis le début de leur parcours. Ils ont aussi demandé aux participants de tenir un journal de leurs activités actuelles, des activités qu'ils faisaient présentement. Et l'étude, donc, souhaitait comparer le travail passé et le travail présent de violonistes de 3 niveaux différents. Dans une deuxième étude qui a été présentée dans l'article, les auteurs ont répliqué une méthodologie semblable avec des pianistes amateurs et experts et sont en fait parvenus à des conclusions très, très semblables à ce dont je vais vous parler. Je vais donc me concentrer sur la première étude, l'étude numéro 1. Étude numéro 1. À la demande des auteurs, les professeurs de l'Académie ont identifié les 10 meilleurs étudiants promis donc à une carrière internationale, 10 très bons violonistes, mais peut-être moins promis à une carrière internationale. Et ils ont aussi recruté 10 étudiants d'un autre programme, un programme en fait qui visait plus à devenir enseignant de musique dans le milieu scolaire. Donc évidemment, un programme qui avait des critères d'admission différents des 10 meilleurs violonistes et des étudiants donc, qui passaient beaucoup de temps dans des cours de pédagogie, et ainsi de suite. Donc, il y avait moins de temps à consacrer au travail instrumental. Et les auteurs ont aussi comparé les résultats des étudiants avec les mêmes données récoltées auprès de 10 violonistes professionnels qui jouaient dans des orchestres de la ville de Berlin. Les auteurs ont ensuite réalisé des entrevues avec chaque participant pour déterminer d'abord combien de temps chaque participant passait, combien d'heures chaque participant passait à travailler chaque jour pour chaque âge de leur cheminement. Aussi déterminer dans leur journal de bord la liste des activités musicales et non musicales que les participants faisaient et combien de temps passaient-ils sur chaque activité dans la dernière semaine donc, qui venait de se passer et la semaine qui suivait la première entrevue. Les auteurs leur demandaient aussi d'évaluer la pertinence, le degré d'effort et le plaisir qu'ils avaient à faire chacune de ces activités. Et finalement, donc, comme je le mentionnais, il y avait une répétition de ces évaluations-là aussi une semaine après la première entrevue. Maintenant, peut-être ce qui vous intéresse vraiment, ce sont les résultats. D'abord, à l'âge de 23 ans, qui était l'âge moyen des participants, tous les participants avaient fait leurs 10 ans. Les participants, peu importe leur groupe, avaient la même évaluation de la pertinence et du caractère appréciable ou pas des différentes activités. Et ce qui ressortait en fait le plus, c'est que oui, le travail intense, le travail instrumental, donc le deliberate practice, finalement, c'était ce qui était selon eux le plus pertinent, mais aussi pas nécessairement le plus appréciable. Maintenant, la question du temps. Et ça, je vous le dis, je vais vous parler de temps là, dans cet épisode-là, et nous n'en parlerons plus ensuite, plus par après. Donc, c'est fini ce sujet-là. On va vraiment se concentrer sur la qualité surtout. Parce que justement, on met toujours un peu trop d'emphase, selon moi, sur le temps. Mais là, je vous donne quand même les données scientifiques qu'on a sur ce sujet-là. D'abord, c'est que les 2 meilleurs groupes, donc les violonistes excellents, donc promis à une carrière internationale, et les bons violonistes, on va dire le deuxième groupe, ils avaient ensemble une moyenne environ de 24,3 heures de pratique par semaine. Les moins performants, le troisième groupe qui était en fait davantage dans le domaine de l'éducation. Et là, je suis désolé, j'ai des émotions très fortes avec le fait de comparer des bons violonistes avec des futurs profs, mais c'est ce que l'étude a fait. On pourra éventuellement reparler de ce sujet-là. Donc, le groupe qui était moins performant, moins axé, on va dire, sur la performance solo, eux autres, ils travaillaient seulement 9,3 heures de pratique chaque semaine. Et c'était donc environ 3h30, 4 heures de travail par jour pour les 2 meilleurs groupes et 1,3 heure par jour pour les participants, les étudiants les moins performants. Et pour les 2 meilleurs groupes, encore une fois, les violonistes les plus performants, ils avaient une moyenne d'environ 19,5 séances de pratique par semaine, donc des séances de travail qui duraient environ 1 heure chaque fois. Pour le moment de la pratique. Et là, ça devient intéressant. Chez les 2 meilleurs groupes, les 2 meilleurs groupes donc, de violonistes, ils avaient la plus grande portion de leur travail quotidien se faisait entre 10h et 14h, donc en fin d'avant-midi, début d'après-midi.
Et chez le groupe, malheureusement moins performant, justement, c'était plus réparti dans la journée avec une proportion plus grande entre 16 heures et 20 heures. Donc, un peu plus tard, probablement, peut-être après leur cours qu'ils devaient suivre. Chez les deux meilleurs groupes, et ça, c'est là où parfois cette étude-là, elle est citée, malheureusement, en faisant des blagues un peu, c'est que chez les deux meilleurs groupes, ils dorment plus. C'est un résultat un peu inattendu. Ils dorment plus en général et ils dorment plus en après-midi pour, selon eux, récupérer du travail réalisé le matin, ce qui démontre bien la question d'effort nécessaire lorsqu'on veut travailler très, très efficacement. Enfin, pour les données plus biographiques, en fait, ce qui a été démontré, c'est qu'à l'âge de 18 ans, les violonistes, donc les plus performants, avaient accumulé 7410 heures de pratique en moyenne à l'âge de 18 ans. Et c'est en fait ce qui correspondait aussi, j'en ai peu parlé parce que les comparaisons se faisaient souvent de façon très claire, en fait, dans l'article, c'est que, bon, les meilleurs violonistes avaient à peu près tout le temps les mêmes résultats que les 10 violonistes professionnels qui ont été interrogés. Donc, les violonistes promis à une carrière internationale avaient à peu près le même chiffre. Donc, eux aussi, pour les musiciens d'orchestre, pour eux aussi, c'était 7300 quelques heures, donc pratiquement un chiffre pareil que pour les meilleurs violonistes de l'étude. Donc, 7410 heures à l'âge de 18 ans. Et c'est en fait en déduisant le nombre d'heures passées en ce moment à travailler que les auteurs ont pu parvenir au résultat qu'en continuant à répéter à ce rythme-là après l'âge de 18 ans, les meilleurs musiciens auront pratiqué 10 000 heures une fois rendus à l'âge de 21 ans à peu près. Donc, c'est ce résultat-là qui est le plus abondamment cité dans les recherches sur l'expertise en général. Étude numéro 2. Pour l'étude numéro 2, donc, qui était peut-être un petit peu moins, en fait, je ne dirais pas un peu moins intéressante, mais moins célèbre que la première. Les auteurs reprenaient un peu les mêmes comparaisons, mais cette fois-ci entre un groupe expert de 12 pianistes et 12 pianistes amateurs qui, eux aussi, travaillaient depuis plus que 10 ans. Et il y avait évidemment des différences assez notables, assez évidentes pour nous entre le temps et les efforts consacrés aux différentes activités. On revient encore une fois avec l'idée de quand on souhaite atteindre l'excellence, l'expertise, ça prend plusieurs heures de travail pour le faire et il faut que ce soit un travail extrêmement efficace. En conclusion, donc, les conclusions des auteurs, en fait, sont que les musiciens passent entre 50 et 60 heures par semaine sur des activités musicales, dont la moitié, environ 25 heures, donc, est consacrée à la pratique. Il y a d'autres choses aussi. Il y avait évidemment des concerts, il y avait écouter de la musique, ainsi de suite. Donc, entre 50 et 60 heures par semaine d'activité musicale, dont 25, donc la moitié, consacrée à la pratique instrumentale. Les limites des musiciens les plus efficaces, donc si on se concentre sur les meilleurs violonistes de l'étude, leur limite n'était pas une question de temps, mais bien les ressources qu'ils avaient pour l'effort de travailler. Donc finalement, on ne dépassait pas 4 heures, non pas parce qu'on n'avait plus le temps, mais parce qu'on n'avait plus l'énergie pour le faire. La différence notable, donc, entre les meilleurs violonistes et les moins performants, en plus du temps passé à travailler, touchait aussi à l'organisation du travail et l'acquisition du savoir, donc la rétention d'informations pendant le travail. Il y avait une question de différence de qualité de travail aussi entre les meilleurs violonistes et les autres. Le chiffre du 4 heures par jour au maximum de travail très concentré revient souvent et la nuance est que donc ce chiffre représente le temps maximum pour maintenir ce rythme-là à long terme, donc pendant plusieurs mois. Il est possible que vous fassiez, par exemple, une très bonne journée de travail de 5 ou 6 heures de travail si c'est possible pour vous, mais ce ne sera probablement pas possible de le refaire plusieurs jours d'affilée sans affecter négativement votre productivité. Le chiffre du 4 heures par jour maximum de travail concentré était déjà connu aussi dans la littérature en général sur le travail, donc l'écriture pour les écrivains, la réflexion pour les philosophes et les scientifiques, etc. Donc, les violonistes experts de l'étude le respectaient aussi. Et là, on parle de violon. Donc, un des instruments
comme le piano, le violoncelle ou la guitare, pour lesquels il est possible, mais pas nécessairement souhaitable, de faire plusieurs heures de travail par jour. C'est possible pour ces instruments-là d'être pris dans le piège du je dois faire mon 6 heures, je dois faire mon 5 heures, ou encore je ne me couche pas avant d'avoir fait mon 8 heures. Et évidemment, si je demande à un trompettiste de travailler ses notes sur aigu pendant 6 heures pendant une journée, il va probablement me répondre « Es-tu fou? » Et si je convainc une chanteuse, une soprano, de travailler ses contre-dos pendant 7 heures, elle va probablement endommager sa voix et terminer sa journée en me disant C'est pas une bonne idée. Isabelle a le bien mal à la gorge. Je parlais au début de l'épisode des attaques qui ont visé cette étude. D'abord, c'est tout à fait normal et sain, entre guillemets, pour la recherche que des études, surtout des études aussi populaires que celle-ci, soient questionnées, examinées et repensées. Et bien que différentes études aient tenté de contredire les conclusions liées aux chiffres donnés, donc le nombre d'heures, je pense que la plupart du temps, on oubliait dans les critiques le message principal de cette étude, c'est-à-dire que l'atteinte de l'expertise n'est pas une question de génétique, c'est une question d'implication dans un travail de qualité pour lequel la personne aura la motivation de faire les efforts nécessaires pour réaliser ce travail pendant plusieurs heures chaque jour. Je pense qu'il y a là quelque chose qui, à la fois, reconnaît le travail immense réalisé par ceux et celles comme vous qui sont supposés avoir un talent naturel et en même temps, ça indique aux autres personnes qui, elles ou elles, peuvent atteindre leur but en acceptant d'y mettre les efforts. C'est donc quelque chose qui est intéressant de voir que l'amélioration et même l'atteinte de l'excellence, c'est à la portée de tous quand on est prêt à y mettre les efforts. J'espère que ce que je vous ai présenté aujourd'hui va vous amener peut-être à réfléchir à certains éléments importants. Donc, d'abord que notre capacité à nous concentrer, elle n'est pas illimitée. La concentration, je pense qu'on la compare à juste titre à un muscle souvent, et c'est un muscle qui peut se fatiguer. Si nous allons, mettons, nous allons courir ensemble pendant 20 minutes, et que je vous mentionne subitement, on pourrait faire plutôt une course d'1 heure, finalement. Vous allez fort probablement ralentir la cadence pour conserver votre énergie. Plus vous avez à faire une tâche pendant longtemps, plus vous allez avoir le réflexe de ménager votre énergie pour pouvoir tenir pendant tout ce temps-là. Devinez ce que fait votre cerveau si vous vous installez un matin pour faire votre 8 heures de pratique. Eh bien oui, il ménage lui aussi son énergie. Par conséquent, il faut tenter de canaliser notre énergie pour travailler un certain nombre d'heures plus limitées, mais d'une façon très, très intense et très concentrée. J'ai souvent entendu, par exemple, des musiciens qui vont enseigner, par exemple, dans des universités, des conservatoires, dire « Je n'ai jamais été aussi efficace depuis que je n'ai plus le temps de pratiquer ». Donc, quand on a, par exemple, un horaire d'enseignement serré toute la journée et que là, bon, on a peut-être 1 heure dans la journée de pause entre 2 cours et que là, on doit répéter pour un concert qui s'en vient, on ne fait pas la pièce d'un bout à l'autre pour se l'approprier, se mettre dedans, comme on dit. On va directement régler les problèmes qui ont besoin d'être réglés. Donc, moins on a de temps, plus on a tendance à canaliser, à concentrer notre énergie sur ce qui doit vraiment être travaillé. Et ça, évidemment, ce sera un effet de peut-être, ce que je peux vous suggérer, de réduire le temps de travail que vous consacrez à l'instrument chaque jour, tout en, par contre, en compensant par une concentration encore plus aiguë, encore plus intense. Une avenue très intéressante aussi dont je vous ai parlé concerne ce qu'on appelle les stratégies sans instrument et qui vont nourrir les mémoires auditives, visuelles et conceptuelles, comme l'analyse de la partition, le solfège de vos mélodies, l'écoute de différentes versions de la pièce. Ce sont toutes des activités que vous pouvez faire à tête reposée, à corps reposé aussi, bien assis dans votre salon et dans votre fauteuil, et qui vont vous permettre de pousser plus loin votre apprentissage durant les périodes en dehors du studio de travail, donc au-delà de la limite hypothétique de 4 heures.
Je pense que l'essentiel des conclusions à retenir est de comprendre que, un, nous avons des limites. Deux, dépasser ces limites pour terminer un objectif de temps est non seulement contre-productif, puisque vous fatiguez votre corps et votre esprit, mais également vous diminuez aussi l'efficacité de la pratique du lendemain. Et que aussi, ces limites-là ne sont pas les mêmes d'une journée à l'autre et d'un moment de l'année à l'autre peut-être. Donc, vous avez sûrement déjà vécu la différence de productivité qu'il y a entre travailler le lundi matin et travailler le vendredi après-midi. Évidemment, c'est sûr que le lundi matin, quand on est reposé souvent du week-end ou de la fin de semaine, on va être plus concentré, ainsi de suite. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir des limites. Respecter nos limites, c'est gagnant finalement à long terme. Dans la prochaine saison, nous allons aborder les meilleures façons d'organiser son travail instrumental et de développer au maximum son autonomie d'apprentissage, non pas pour remplacer nos chers professeurs, mais bien pour progresser le plus possible entre les leçons et profiter ainsi au maximum de leur expertise lorsqu'on les voit pour la leçon. Quelques pistes que je peux vous donner d'emblée, c'est d'abord avoir un horaire de travail varié. Donc, pas nécessairement le même ordre de travail de toutes vos choses d'une journée à l'autre. Avoir un horaire de travail qui est entrecoupé de pauses chaque 30 ou 40 minutes, peut-être, ce qui va être préférable aux longues séances de pratique sans interruption. Vous pouvez aussi réécouter les épisodes précédents et donc viser un haut pourcentage d'essais réussis et utiliser la gestion aléatoire des répétitions dont il y a été question dans des épisodes précédents pour vous mêler un peu. Ces deux façons-là d'aborder le travail instrumental vont probablement vous faire réellement expérimenter le fait que pratiquer très efficacement, répéter très efficacement, c'est fatigant, mais vraiment, vraiment gratifiant. Et enfin, je corrige un oubli que j'ai fait dans l'épisode 8 sur les questions, un épisode qui parlait surtout d'enseignement. Pour vous dire que même si vous n'enseignez pas, je vous suggère d'aller écouter cet épisode et de vous poser vous-même les questions que je propose en fait aux enseignants de vous poser pendant les leçons, de vous poser vous-même ces questions-là et même, j'oserais ajouter, d'y répondre à voix haute pendant vos séances de travail pour développer votre autonomie d'apprentissage au maximum et vous auto-enseigner le plus efficacement possible. C'est donc la fin de cette première saison du Musicien stratégique. J'ai très hâte de vous retrouver pour la suite. En attendant, je vous invite à aimer ou revisiter ma page Facebook Le Musicien stratégique où je publiais des suggestions et des idées sur la pratique instrumentale déjà depuis 2015, je pense. Vous verrez que, Picasso a eu sa phase rose et sa phase bleue, Stravinsky sa phase néoclassique, et vous réaliserez probablement que j'ai eu ma phase MEM, M-E-M-E, dont j'ai peut-être abusé, mais j'assume. Donc, vous pouvez aussi visiter mon site internet www.musicienstratégique.com dans la section blog et vous pouvez aussi, j'aimerais beaucoup ça, m'écrire directement, soit par Facebook, soit directement à l'adresse musicienstratégique@gmail.com pour poser des questions, donner des commentaires ou même demander ou suggérer des sujets d'épisodes pour la suite. Je veux dire merci évidemment à mon ami Jean-Sébastien Potvin de Vonti Productions de faire de la magie, d'avoir fait de la magie pendant toute la saison avec les enregistrements que je lui envoyais et que je lui envoie. C'est aussi probablement le mec le plus drôle que je connaisse. Vous l'aurez peut-être constaté avec toutes les blagues en arrière-plan qu'il ajoute par-dessus mes enregistrements. C'est un plaisir de collaborer avec lui et je vous le recommande chaudement si vous avez des enregistrements déjà faits ou à venir qui ont besoin d'amour. Donc, je termine en vous disant merci à vous d'avoir embarqué dans l'aventure. Merci pour vos bons commentaires. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont partagé, annoncé la bonne nouvelle à leurs collègues qui m'ont aidé finalement à faire connaître le balado au plus grand nombre de musiciens possible. Ma plus belle récompense pour continuer ce projet vient des gens qui me disent que les stratégies dont je parle les ont aidés à progresser. Et c'est exactement ce que je souhaite puisque je m'appelle Mathieu et que je veux aider les musiciens. Je vous dis donc bon travail et prenez soin de vous.